À la une de cette édition du journal, grosse surprise, Jules Alinguété mise à la retraite. Le puissant patron de l'IGF a été démis de ses fonctions mercredi. Christophe Bitassi-Moi est le nouveau inspecteur général des finances, chef de service. Et pas toujours de fumée blanche au Vatican. Les cardinaux continuent de siéger au conclave à la chapelle Sixtine. Ce jeudi, la fumée noire était sortie à 11h05 après une première sortie hier mercredi dans la soirée. En football, on parlera spécialement de la fin de contrat de l'international congolais Chancel Mbemba à l'OM. Le défenseur congolais dit au revoir au club français après des beaux et loyaux services alors qu'il était par ailleurs mis au placard. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais, on commence donc par cette audience. Félix Tshisekedi a reçu un émissaire du médiateur désigné par l'UA dans la crise dans l'est du pays, son homologue togolais Faure Gnassingbé. Le ministre togolais des Affaires étrangères, intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey, a dit à la presse, je cite, « Je suis venu à Kinshasa au nom du président Gnassingbé pour rendre compte des démarches qu'il a déjà entreprises dans le cadre de sa mission de médiation pour que la paix revienne dans l'est de la RDC. » À l'Assemblée nationale, c'est parti comme ça pour une plénière intense en contrôle parlementaire. Au moins 4 ministres sont attendus à la Chambre basse du Parlement pour répondre aux préoccupations des députés, notamment sur des questions relatives à la gestion des finances publiques et à la problématique des constructions anarchiques ou encore aux infrastructures routières. On retrouve sur place Christian Kalonji qui est en direct du Palais du Peuple pour d'amples détails. Bonjour Christian, que risque justement ces autorités si les élus ne sont pas convaincus par leurs interventions? Oui, bonjour Gaëtan. Comme vous le savez, le gouvernement est responsable devant le Parlement et c'est dans ce cadre justement que les élus nationaux veulent auditionner quelques membres du gouvernement, chacun dans ses attributions, dans le cadre justement du contrôle parlementaire. Il s'agit d'abord du ministre des Finances qui devra s'expliquer sur la question de la gestion des finances publiques, mais également les financements de certains projets d'intérêt public. En dehors de lui, il y a son collègue de l'urbanisme et habitat qui devra se prononcer sur la question épineuse des constructions anarchiques en République démocratique du Congo. En dehors de ces membres du gouvernement, il y a aussi certains responsables des services publics tels que la RVA ou l'Office des voiries et drainage qui devront également rendre compte. Eh bien, comme vous pouvez le constater, l'ambiance est totale ici à l'Assemblée nationale à la question de savoir qui risquent toutes ces autorités à l'issue de leurs interventions. Eh bien, si et seulement si les auteurs des questions orales avec débat ne sont pas convaincus par leurs interventions, ils pourront les transformer en interpellations. C'est là qu'on pourra parler de la déchéance ou non de ces autorités. Eh bien, pour l'heure, il n'en est pas encore question. Depuis le Palais du Peuple, Christian Kalonji pour le compte de Télé 50. Merci beaucoup Christian Kalonji. Et puis lors de la plénière d'hier mercredi, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réagi à nouveau à l'affaire qui oppose son bureau à la Cour constitutionnelle concernant la levée des immunités du député national Augustin Matata Pogno. Dans son intervention, Vital Kamerhe a annoncé sa prochaine rencontre avec le président de la Haute Cour pour discuter de cette question afin de retrouver un modus vivendi. On va suivre le président de la Chambre basse du Parlement dans cet extrait que nous a choisi justement Christian Kalonji. L'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions, en tant que grands responsables, nous pouvions traiter sans étaler
en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé. Le sénateur Salomon Escadella, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadella quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata. Je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler notre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était une femme, si je me souviens, avait dit « Je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se faire sans aucune pression comme candidat président de la République. » Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça, vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, ça, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc, il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain, ça peut nous rattraper nous-mêmes. Et si Matata Ponyo semble se calfeutrer derrière ces nouvelles immunités, un de ses co-accusés est en quête de nouvelles voies de sortie de crise. Jugé par défaut, le Sud-Africain Christo Grobert a déposé une requête après la prison délibérée pour solliciter la réouverture des débats. Ses avocats, Maître Corneille Madimba et Maître Lebo Katenga, l'ont dit mercredi ici dans la capitale. En effet, leur client a écrit au ministre du portefeuille pour trouver une solution à l'amiable selon les conventions signées par les deux parties. À défaut, le Sud-Africain envisage de recourir à la justice internationale selon les conventions aussi toujours signées avec la RDC. Selon Maître Katenga, l'entrepreneur sud-africain était prêt à relancer le parc agro-industriel de Bukangalonzo qui fait aujourd'hui polémique. La réouverture des débats se fera certes par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Peut-être les 14, là, la Cour peut ordonner la réouverture des débats. Ça, c'est d'abord un fait. Le deuxième fait, c'est que est-ce que la Cour va passer outre notre demande pour se prononcer sur les fonds, comme l'affaire a été déjà prise en délibéré par défaut. Donc l'idéal serait que l'État congolais revienne à travers ses organes. Il y a le ministère des portefeuilles, le ministère de l'Agriculture, qu'ils se mettent pour évaluer les projets. Si vous constatez très bien, notre client veut même forcer la main de l'État congolais en saisissant le tribunal de commerce pour faire convoquer les assemblées générales de toutes les sociétés qui composent Bukangalonzo. Donc, on avait déjà forcé l'État congolais à travers cette procédure-là. Et jusqu'à ce jour, il y a des négociations en cours, il y a des réunions qui se tiennent dans le cadre des organes de ces sociétés-là pour sauver l'affaire Bukangalonzo. Alors, ça ne sert à rien de se battre devant le juge pénal alors que les solutions sont déjà prévues dans la convention. Les parties peuvent se mettre d'accord. L'État continue à s'entêter. Notre client va saisir le tribunal international, comme il avait déjà fait en 2017. Et le même l'État congolais l'a demandé de retourner sur la table de discussion pour trouver un arrangement à l'amiable. Vous savez, dans toute convention, quand on le signe, il y a toujours
une clause qui prévoit un arrangement à l'amiable avant de recourir devant le cours des tribunaux. Et cette clause est contenue aussi dans la convention d'actionnaires, d'où l'État congolais devrait approcher son partenaire pour chercher un arrangement à l'amiable. Au cas contraire, le tribunal international de Genève sera saisi par Africom au fin de réclamer la condamnation de l'État congolais à des millions de dollars. Et ça, c'est un risque pour le peuple congolais. C'est officiel, Jules Alinguete quitte l'inspection générale des finances. Il est remplacé par Christophe Bitassi-Moi. Le nouvel inspecteur de l'IGF a été nommé mercredi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais qui est l'actuel numéro 1 de cette institution? Tentative de réponse dans ce commentaire d'Héritier Ntambwa. C'est la fin d'un mandat qui n'aura duré que 5 années pour Jules Alinguete après avoir gravi des échelons de l'inspection générale des finances. Lors de son mandat, l'ancien patron de l'inspection générale des finances, IGF, était vu déterminé à impliquer toutes les couches sociales du pays dans la lutte contre la corruption. Sous la direction de Jules Alinguete, l'institution s'est imposée comme un acteur majeur du contrôle financier, n'hésitant pas à épingler hauts responsables et entreprises publiques dans des rapports largement médiatisés. Réagissant sur cette transition, Jules Alinguete, désormais retraité, a adressé un message empreint de gratitude et de sérénité. Mes très sincères félicitations et vœux succès au nouvel IGF chef des services, M. Christophe Bitassi-Moi. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à son Excellence, M. le Président, pour la confiance placée en ma modeste personne durant ces 5 années passées à la tête de l'IGF. Au poste d'inspecteur général des finances, chef des services, Alinguete a été remplacé par Christophe Bitassi-Moi Bailly, qui selon les informations est docteur et détenteur d'un diplôme d'études approfondies en économie et développement de l'Université catholique du Congo. Inspecteur des finances des formations, il a exercé des fonctions dans les administrations, entreprises et établissements publics en République démocratique du Congo. Avant sa nomination, il occupait le poste d'inspecteur général des finances, chef des brigades des provinces et entités territoriales. Dans le même texte, Emmanuel Tshibingu Nsenga a été nommé inspecteur général adjoint de l'IGF. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a déclaré officiellement l'épidémie de choléra dans 6 provinces en RDC, une maladie qui refait surface alors que le pays fait face à d'importantes coupes budgétaires en matière de santé. Des mesures urgentes sont attendues pour endiguer cette résurgence dont les conséquences sont déjà importantes à l'heure actuelle. Dans ce communiqué du ministère de la Santé, au total, 6 provinces sont touchées par le choléra, à savoir le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, la Chopo et le Congo central. Pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, qui a fait cette déclaration, la situation est particulièrement alarmante dans le Haut-Katanga, où 1505 cas et 37 décès ont été signalés en 6 semaines. Le communiqué indique également que face à cette crise, les autorités locales ont lancé des actions d'assainissement et des sensibilisations en collaboration avec la Régie des eaux. Le gouvernement, de son côté, rassure la population que les experts du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que tous les partenaires sont à pied d'œuvre sur le terrain pour endiguer ces épidémies. Il exhorte la population à observer les mesures d'hygiène individuelle, collective et environnementale pour se protéger contre la maladie et faire recours aux services de santé le plus proche devant tout cas suspect de choléra. Philippe Akamituna et le professeur Espoir Massa Manki ont été officiellement investis respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kwilu mercredi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est une étape constitutionnelle importante qui consacre l'entrée en fonction de ces 2 derniers élus le 2 avril 2025. Akamituna est arrivé à la tête de l'exécutif provincial avec une large majorité de 28 voix, succédant ainsi à Willy Itundala. Les FARDC ont justement infligé d'énormes pertes dans les rangs de la milice Zaïre CRP alliée du M23 RDF de Thomas Lubanga. Plusieurs miliciens ont été neutralisés et des armes récupérées par l'armée régulière. Pour l'instant, les FARDC continuent de nettoyer la zone. Les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama, a appelé la population à soutenir son armée qui mène un combat juste et loyal.
Au Vatican à présent, c'est la deuxième fois que la fumée noire sort du conclave. La première, c'était le mercredi soir et la deuxième, ce jeudi matin. Les 133 cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine continuent donc de voter pour trouver un successeur au pape François. Les cardinaux espèrent désigner le nouveau souverain pontife en 3 jours maximum. La durée moyenne des 10 derniers conclaves a été de 3 à 2 jours. Restez donc connectés sur Télé 50 pour connaître le nom du prochain pape. Vladimir Poutine s'apprête à célébrer fastueusement le 80e anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Plusieurs chefs d'État du monde sont déjà à Moscou, visés par ailleurs par des bombardements ukrainiens. La cérémonie débutera donc demain, en l'absence, comme d'habitude, de plusieurs représentants occidentaux. Benjamin Moudiata revient sur ces préparatifs. Cette semaine, la capitale russe se pare des 6 habits d'apparat pour accueillir les cérémonies du 9 mai, une date sacrée dans la mémoire collective de la Russie, à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moscou déploie une intense activité diplomatique. De nombreux chefs d'État, alliés de la Russie, ont répondu à l'appel du Kremlin, malgré les tensions internationales et les conflits en Ukraine. Le président chinois Xi Jinping, le brésilien Lula da Silva, le vénézuélien Nicolás Maduro ou encore le cubain Miguel Díaz-Canel ont fait le déplacement, tout comme des dirigeants d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Leur présence envoie un message clair. La Russie n'est pas aussi isolée que l'Occident le souhaiterait. Dans les contextes, la commémoration devient un véritable baromètre des alliances mondiales. Elle permet à Vladimir Poutine de réaffirmer son leadership dans un monde qu'il souhaite multipolaire, en opposition frontale à l'hégémonie occidentale. Tandis que les États-Unis d'Amérique se forcent de ressusciter l'élan patriotique autour de leur propre victoire avec une proclamation signée par Donald Trump faisant du 8 mai un jour américain de la victoire. La Russie s'affirme comme le cœur d'un axe alternatif. Un axe où la Chine, l'Amérique latine, la Serbie ou encore la Mongolie composent un réseau d'États solidaires face aux pressions des grandes puissances occidentales. Malgré la présence de plusieurs visiteurs importants à Moscou, ces moments ne sont pas exempts des tensions. Une dizaine de drones ukrainiens ont été interceptés en approche de Moscou, alors que les chefs d'État arrivaient dans la capitale. Le Kremlin a néanmoins décrété une trêve de 3 jours, le temps des célébrations. Ce climat rappelle que la paix reste fragile et que chaque geste diplomatique est chargé d'essence. L'absence remarquable du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses assises interpelle sur le choix d'alignement dans un monde où les puissances réorganisent leurs sphères d'influence. Derrière les fastes du 9 mai, c'est une reconfiguration silencieuse des équilibres géopolitiques qui se jouent à Moscou. En football, nous allons parler de l'avenir d'un footballeur congolais. L'international Chancel Mbemba est désormais libre de signer avec le club de son choix, mettant fin à une impasse de toute une saison avec le club français de Ligue 1, l'Olympique de Marseille. Le défenseur central congolais a traversé une période difficile à l'Olympique de Marseille, mis à l'écart du groupe professionnel depuis plusieurs mois. Il n'a disputé aucune minute de jeu cette saison. Le club phocéen, souhaitant alléger sa masse salariale, a fixé son prix de transfert à 3 millions d'euros. Cependant, selon son avocat, Maître Grégory Ernest, aucune offre concrète n'a été reçue jusqu'à présent. On va terminer en culture. Ouverture ce mercredi au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa de la 39e édition de Journée congolaise du théâtre, jour pour et par l'enfance et la jeunesse, Joukotej, une édition nationale axée sur l'égalité entre les sexes et vulgarisant le 5e objectif du développement durable du millénaire. Placé sous le thème « Égalité entre les sexes », 5e objectif de développement durable du millénaire, cette 39e édition des Journées congolaises du théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, Joukotej, a le mérite d'être organisée dans la grande salle du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, dont la création a été saluée par le directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants dans son mot d'ouverture. Chacun de nous qui est dans la salle puisse se lever et dire et applaudir
le président de la République qui a eu la grandité de pouvoir recevoir l'idée de la création et d'avoir voulu aider à la création de ce. Au besoin de la création artistique dans tous les domaines, Valentin Mitendo a par ailleurs sollicité l'accès des artistes dans le Grand Tambour. Ça doit devenir le siège de la scène. À l'orée de la cinquantaine d'années d'existence, le directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants a sollicité la décoration des acteurs de cette troupe pour leur contribution éloquente. Je voudrais que, et j'en interpelle son Excellence Madame la ministre de la Culture, pour que la compagnie Théâtre des Intrigants soit décorée comme artiste, comme créateur, comme outil. Émotion et joie ont été manifestes pour ces écoliers dont le souvenir de cette exhibition théâtrale des Joukotèges qui s'étend jusqu'au 10 mai à divers lieux de Kinshasa sera gravé dans la mémoire et pourra faire germer en eux des ambitions pour l'art théâtral au service de l'éducation. Voilà qui nous conduit à prendre le rappel des titres de ce journal. Grosse surprise, Jules Alinguete mis à la retraite. Le puissant patron de l'IGF a été démis de ses fonctions mercredi. Christophe Bitassi-Moi est le nouvel inspecteur général des finances, chef de service. Et pas toujours de fumée blanche au Vatican, les cardinaux continuent de siéger au conclave à la chapelle Sixtine. Ce jeudi, la fumée noire était sortie à 11 h après une première sortie hier dans la soirée. En football, on a parlé spécialement de la fin de contrat de l'international congolais Chancel Mbemba avec l'OM. Le défenseur congolais a dit au revoir au club français après de beaux et loyaux services, lui qui était par ailleurs mis dans le placard pendant longtemps. On va à présent passer à la revue de presse. Ne nous quittez pas, madame, messieurs. Nous lirons les journaux comme tous les jeudis avec Moïse Chamala qui devrait me rejoindre déjà. Moïse Chamala, merci d'être là, bienvenue à vous. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À l'IGF, Jules Alinguete conjugué déjà au passé. Exactement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, cette nouvelle arrêt retentit comme une tonnerre avant la pluie, alors que les contrôles a priori étaient annoncés dans les jours à venir, mais Jules Alinguete n'est plus aux commandes de l'appareil. On commence avec cette une du quotidien Forum des As, Gaëtan Kouba-Bouranzi, qui écrit « Christophe Bitassi-Moi succède à Jules Alinguete ». Envoyé à la retraite. Gaëtan, le président de la République a nommé, c'est mercredi 7 mai, par ordonnance présidentielle, une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'inspection générale des finances. Rapporte ce quotidien, Christophe Bitassi-Moi a été désigné inspecteur général des finances, chef des services en remplacement de Jules Alinguete, tandis que Emmanuel Chibingu occupe désormais les postes d'inspecteur adjoint, précise les journaux. Selon actualité.cd, Christophe Bitassi-Moi est docteur et détenteur d'un diplôme d'études approfondies DEA en économie et développement de l'Université catholique du Congo, inspecteur des finances, des formations. Il a exercé des fonctions dans l'administration, entreprises et établissements publics en RDC. Avant sa nomination, signale ces médias, il occupait les postes d'inspecteur général des finances, chef des brigades des provinces et entités territoriales. Eh bien, Gaëtan, cette nomination souligne les quotidiens, les potentiels, note l'importance de la continuité dans la gestion des ressources publiques, tout en apportant une nouvelle vision à l'institution. Le nouveau chef des services est appelé à l'assainissement des finances publiques, pensent les confrères. Et bien pour finir, 7sur7.cd signale que Jules Alinguete a gravi des échelons de cette structure des contrôles
financier des dépenses publiques. Son remplacement intervient 5 ans après sa nomination à la tête de cette institution historique. Et vous avez parlé aussi du conclave qui se poursuit au Vatican. Exactement, Gaëtan Koubabouranzi. Hier, la célèbre phrase « Habemus Papam » n'a pas été, on l'a pas ressenti, je dirais même au niveau des Roms. Pourquoi? Parce qu'il n'y a toujours pas eu de nouveau pape. On commence avec mediacongo.net qui écrit « Conclave journée au Vatican, l'attente de la fumée blanche ». Synonyme des nouveaux papes. Et bien Gaëtan, selon les médias en ligne, les premiers jours du conclave s'est achevé hier sans aucun nouveau pape ne soit élu. Une épaisse fumée noire s'est levée au-dessus de la chapelle Sixtine, signe que les 133 cardinaux électeurs n'ont pas encore trouvé des consensus pour désigner les successeurs du pape François. RFI.net en parle également. Selon la tradition pas si ancienne, une fumée blanche sera émise lorsque l'Église catholique aura un nouveau chef et noir, tandis que le feu pape François n'a pas de successeur, mais de quoi se composent, j'allais dire, les volutes qui s'échappent par la soupape la plus célèbre au monde sur la toile de la chapelle Sixtine. Les Français se questionnent. Est-ce que Moïse Tchamala attend l'élection du nouveau pape? Pourquoi pas, ça intéresse tout le monde. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Je vous en prie, Gaëtan. C'est par ici donc, vous l'avez compris, que s'achève également ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.